18h. Radio Côte d'Ivoire, le journal Mireille Akindie. La campagne contre la surcharge des véhicules poids lourds commence aujourd'hui. Toute surcharge au-delà des limites réglementaires est passible d'une amende. Ouverture aujourd'hui à La Haye du procès conjoint Laurent Gbagbo-Charles Blé Goudé. Les deux hommes sont accusés de crimes contre l'humanité. Les attaques se multiplient au nord Mali. Des inconnus armés font irruption tôt ce matin dans un village. Bilan 22 morts. Voilà pour le sommaire. Radio Côte d'Ivoire, bienvenue sur la raison. Madame, Monsieur, bonjour. Le procès de l'ex-président Laurent Gbagbo et de son ancien ministre Charles Blé Goudé s'est ouvert ce lundi à La Haye. Pendant 3 jours, il reviendra à l'accusation de prouver la culpabilité des 2 prisonniers. Et c'est après cet exercice que la défense de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé va aussi à son tour plaider un non-lieu. Il ne faut pas faire droit à la requête d'abandon de charge. L'affaire doit se poursuivre. C'est ce qu'a indiqué ce matin le bureau du procureur dans ce procès conjoint à la CPI. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont accusés de crimes contre l'humanité commis lors des violences qui ont suivi l'élection présidentielle de 2010. La dégradation des routes est essentielle due aux gros camions de transport qui ne respectent pas la limitation du poids sur les routes. Le Fonds d'entretien routier juge urgent d'arrêter ces engins conformément au règlement communautaire de l'UEMOA visant à l'harmonisation des normes et des procédures de contrôle des véhicules lourds de transport de marchandises dans les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. En Côte d'Ivoire, la tolérance accordée à ces engins passe à 20% à partir de ce lundi. Toute surcharge constatée au-delà des limites réglementaires du poids total en charge du véhicule est passible d'une amende. Une campagne visant à faire comprendre aux transporteurs la nécessité de respecter cette mesure a été lancée dans la commune de Yopougon par la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest. Sur le bien fondé de cette mesure, écoutons Kone Vafi, il est le président de cette structure. Les conducteurs remercient nos États pour pouvoir mettre à notre disposition une outil qui est la route. Et tous les conducteurs ils sont d'accord pour l'entretien routier. Parce que les nécessités, une fois que la route est gâtée, c'est le chauffeur qui prend le pot cassé. Donc, tout le monde est d'accord aujourd'hui pour l'entretenir. Le Niger, quand il y a une tonne, c'est 60 000 francs l'amende. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, on a pu négocier avec le fer qui nous a bien écoutés. On était à tolérance de 40%, on descend et maintenant, on demande une tolérance maintenant de 20% avant d'aller à 0,0 parce qu'il faut sensibiliser aux gens. Kone Vafi, le président de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest. Suivons à présent la réaction de quelques transporteurs à l'issue de cette rencontre. Connaissez-nous fous, transporteurs, si les poids sont respectés, nous-mêmes les transporteurs, d'abord ça fait du bien pour nous. Parce que nos camions vont rester longtemps, on aura des longues durées et la route aussi aura des longues vies. Ça serait une réussite totale pour tout le monde. C'est stressant, chauffeur routier. Cette application, nous ne sommes pas contre, mais c'est les réformes qui ne sont pas justes. De la manière dont nous voulons que ça se précède. Nous demandons à l'État ou bien à UEMOA qui précède ce problème aujourd'hui, qui mettrait un bascule standard quand on pèse là-dessus. Sur plus qu'il y a dessus, ça vaut 10 000, 20 000, 40 000, 100 000, tu le payes. Mais au-delà de ça, le poids d'homme qui est autorisé, si c'est bas de ça, tu payes les frais d'entretien que tu continues. Sinon moi, par exemple, plusieurs fois quand je pèse, mon poids n'atteint pas à ce qu'eux demandent, mais on me fait payer. Les radios et télévisions de l'espace ouest africain veulent enrichir leur programme à partir de la création d'un réseau. Ces médias publics ont récemment participé ici à Abidjan à un séminaire initié par la RTI pour mieux comprendre un meilleur partage de l'information et aborder les problèmes auxquels sont confrontés ces médias. Radio Côte d'Ivoire a reçu dans ses salons quelques responsables des radios africaines. Maguette Diop de la radio-télévision sénégalaise estime que parmi ces problèmes, il y a la pesanteur institutionnelle. Les pesanteurs institutionnels se sentent beaucoup plus à la télévision qu'à la radio. Et aujourd'hui, la télévision même est en train de noyer un peu les efforts qui sont en train d'être faits par la radio. Tu interroges un Sénégalais lambda, tu lui dis, mais est-ce que vous écoutez la RTS? Il dit non, parce que c'est une radio de l'État. Elle ne fait que ce qui intéresse le gouvernement. Or, au niveau de la radio, tout le monde sait qu'il y a des efforts, il y a de gros efforts qui sont en train d'être faits. On nous dit, vous êtes libre, mais soyez responsables. Nous avons pris nos responsabilités
et nous traitons l'information selon notre sensibilité et selon l'importance donc de cette information-là. Donc aujourd'hui, je pense que ces pesanteurs institutionnelles au niveau de la radio, vous savez, c'est tellement ancré dans nos mentalités qu'on le fait sans qu'on nous le demande. Il est vrai que nous devons quand même nous conformer à cette ligne éditoriale tracée par le gouvernement, sans oublier que nous sommes un média public qui est quand même proche du pouvoir en place, mais nous sommes ensuite journalistes de profession. Nous avons également des choses à démontrer. Cela va de notre sensibilité et de notre crédibilité. La mise en place par la RTI d'une plateforme pour un meilleur partage de l'information ouest-africaine est saluée par la radio nationale de Burkina Faso. Pour les rédacteurs en chef de cette radio, c'est un projet novateur. On écoute Xavier Tewande. Sociologiquement, la région ouest-africaine, on partage les mêmes réalités. C'est vrai que l'histoire politique de chaque pays fait que les populations sont un peu différentes du point de vue de la vision politique des pays, mais les réalités sont à peu près les mêmes. Les questions de pauvreté, les questions de développement, nous sommes à peu près au même niveau de développement dans nos différents pays. Et la situation fait que, avec ces échanges de programmes-là, les Sénégalais vont se retrouver dedans, les Burkinabés vont se retrouver. Il y a une émission, par exemple, qui se passait au Burkina qu'on appelait Convergence. Ça veut dire on reçoit les communautés sénégalaises vivant au Burkina Faso, on essaie d'échanger sur leurs difficultés, comment ils s'intègrent au Burkina. Si on arrive à appliquer vraiment les recommandations qui ont été faites au cours de ces séminaires, ça va aider beaucoup les États à contribuer, parce que la CEDEAO, c'est au niveau politique, et nous sommes un peu avec les populations. Je pense que ça va aider au développement de la CEDEAO. L'insertion socio-professionnelle des jeunes reste une préoccupation pour l'agence Emploi Jeunes, pour donc permettre à cette frange de la population de se former et d'avoir accès au marché de l'emploi. Cette structure vient de signer une convention de partenariat avec la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'inculquer l'esprit d'entrepreneuriat chez tous les jeunes en bâtiment. Les explications du président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, Siriki Sangari. Nous avons besoin de mettre en place des mécanismes qui s'adaptent à l'industrialisation évidemment de la chaîne de production, mais aussi d'avoir la main-d'œuvre qualifiée. Qui parle de main-d'œuvre qualifiée dit s'orienter vers vous, qui connaissez mieux les jeunes, pour pouvoir ensemble travailler sur un programme pour pouvoir non seulement permettre aux jeunes d'avoir un emploi, les insérer et même créer l'esprit d'entrepreneuriat. Ça, c'est notre objectif premier. Nous avons des chantiers qui sont en cours. Ces chantiers permettront rapidement d'absorber la main-d'œuvre. C'est de mettre en place une équipe avec évidemment vos collaborateurs pour pouvoir rapidement mettre en place un programme et commencer dans les jours à venir pour ce dernier trimestre-là, voir des possibilités de programme d'accompagnement. Le centre d'appel Phone Group Côte d'Ivoire rend visite aux enfants du village SOS d'Abobo en cette période de rentrée scolaire. Sa structure a remis aux pensionnaires de ce village des kits scolaires en vue de participer à leur éducation. Ce geste est salué à sa juste valeur par le coordonnateur national des projets chargé de la planification et du suivi-évaluation, Kone Kunameya. Ce don vient à point nommé pour nous, étant donné que nous sommes à la rentrée. SOS Village d'enfants est une organisation qui vit des dons, bien qu'à cette rentrée scolaire, un don de 200 kits scolaires vienne vraiment soulager les enfants des villages d'enfants SOS. Ces dons seront utilisés à l'endroit des enfants. Dans nos deux programmes, plus de 2400 enfants. Et donc, avec ces kits scolaires, on pense bien que ça viendra être distribué aux enfants qui sont les pensionnaires de nos programmes, afin qu'ils puissent avoir accès à l'éducation. C'est le droit à l'éducation qui vient d'être respecté avec ces kits. Le conseil technique du gouverneur du district d'Abidjan, lui aussi, fait un geste à l'endroit des femmes de Koro dans la région du Bafine. Il s'agit d'un lot de motos, tricycles et de moulins en vue d'améliorer les conditions de travail de ces femmes. Le récit de Tanokone. Ce sont au total 6 engins, 3 moulins et 3 mototricycles que l'ex-directeur général de l'OIC, actuellement conseiller technique du gouverneur du district d'Abidjan, a offert aux différents groupements des femmes de sa commune. Son objectif, améliorer les conditions de travail de ces femmes. Bakayko Aboudraman. Nos femmes, pour vraiment faire leur repas, utilisent très souvent les pilons pour, n'est-ce pas, tous les soirs. Et nous avons estimé qu'il est bon
que nous puissions leur offrir des moulins pour alléger leurs tâches quotidiennes. C'est pour ça que nous essayons, en tout cas, de leur apporter des moulins. À l'image des femmes des 5 autres groupements, les femmes du groupe La Paix de Kuntikiso saluent cette action. Déjà, nous avons envoyé machine pour qu'on n'a qu'à quitter dans souffrance. C'est pour mettre la moitié pour piler pour là. Tu quittes au champ, tu es fatigué, ton mari est assis, si tu n'as pas vite préparé. Nous en avons dans ça, donc on est content. Je m'appelle Mariam. On ne va pas prendre plus loin encore pour piler. Ça, c'est fini. Vraiment, on est content. Si on quitte au champ, s'il fait nuit, d'ici tu as fini de faire tout ça là, tous les enfants dorment déjà. Comment tu vas faire? On va manger. S'il fait nuit, on ne peut pas piler ça dans moitié encore. Si tu as 25 francs, tu prends ton riz pour venir piler ça. Tu en laisses. Ton mari va manger en laisse. Toi aussi, tu as mangé en laisse. Notons qu'une enveloppe de 3 millions de francs CFA a été mise également à la disposition de ces femmes pour financer leurs projets. Dans nos Kounis, de retour de Kourou au dîner pour Radio Côte d'Ivoire. L'association pour le bien-être familial n'est pas en reste. L'AIBF vient également d'apporter son appui à 16 femmes ex-porteuses de fistules dans le district des montagnes. Ces femmes qui, pour la plupart, sont rejetées par les communautés, ont reçu des vivres et non-vivres et d'autres équipements pour leur permettre de se prendre en charge. Thierry Marie-Laure, la coordonnatrice de l'AIBF pour le district des montagnes. Nous avons vu que ces femmes-là, elles ont été malades pour certaines 5 ans, 10 ans, 20 ans même pour d'autres. Longtemps, elles ont souffert, rejetées, abandonnées, loin, sans nourriture, sans famille et rejetées de toute la communauté. Donc ces femmes-là, n'ayant plus de soutien, nous allons décider de participer à travers ce financement à leur réinsertion socio-économique. Donc c'est pour cela que nous les appuyons. Elles ont fait d'abord une formation en gestion des AGR. Elles ont reçu aujourd'hui ces kits qu'elles iront gérer elles-mêmes pour pouvoir s'insérer à nouveau dans la communauté, pour pouvoir avoir des revenus, afin de pouvoir ne serait-ce que se nourrir et répondre à leurs besoins primaires parce qu'elles reviennent de loin. Un mot de religion avec le cinquantenaire de l'église messianique de Côte d'Ivoire. Les festivités marquant les 50 ans de cette église se sont déroulées récemment en présence du gouverneur du district d'Abidjan. Robert Begré-Mambré, après avoir félicité les fidèles de cette église, leur a demandé de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. L'homme a plusieurs dimensions, dimension physique et dimension spirituelle. Et souvent, la dimension spirituelle impose sa volonté à la dimension physique. Et la meilleure volonté que nous puissions exprimer à la dimension physique, c'est celle qui vient de Dieu. Celle qui vient de Dieu vient par la prière et par l'inspiration de l'Esprit Saint. C'est pourquoi nous leur avons demandé de prier d'abord pour que Dieu révèle à ce pays la beauté qu'il a cachée en la Côte d'Ivoire. Deuxièmement, de prier pour le chef de l'État pour que là où il y a la discorde, ils mettent la concorde et la paix. Nous avons demandé à l'Église de prier pour que tous les hommes politiques soient des instruments de paix, d'amour et de cohésion. Nous avons demandé de prier pour que les Ivoiriens se rassemblent autour de l'idéal de paix, parce qu'il n'y a de paix que de richesse. La régionale. La régionale de ce jour s'intéresse au renforcement de l'intégration sous-régionale par la promotion de la culture en pays sénoufo à travers le festival du Sénang. Siekwasi nous en parle. En pays sénoufo, la culture est pour l'homme ce que la sève représente pour le manguier et si vous voulez, caricaturer la complicité qui peut exister entre un arbre et son écorce. Le festival du Sénang a une histoire. L'homme qui a eu l'idée de l'initier est un jeune passionné de la culture sénoufo. Une passion héritée de son père, Sekongo Lazare, reconnu lui aussi comme étant celui qui a tracé les premiers sillons de la promotion de la culture sénoufo en Côte d'Ivoire. L'histoire démarre en 1973 avec sa structure, le Balafon du Nord. Dans les années 72, 73, 74, je partais en brousse avec un petit poste radio, aller enregistrer les grands balanfonistes. Le grand balanfoniste qui s'appelait Nagounon, village Nabanabogo. Voilà, c'est lui qu'on écoute actuellement. Et il était l'homme de feu Bomblé, le père d'Amadougon. À toute cérémonie officielle, c'est le balanfoniste Nagounon qu'on envoyait. Il n'y avait pas son deux dans les ballons. Vraiment, il m'a beaucoup marqué. Il était tellement bon. Je dansais beaucoup le masque. Mon fils a été piqué par ma passion. Vous sentez que c'est un enfant engagé comme vous? Plus que moi, présentement même. Vous-même, vous êtes rentré chez nous avant et puis aujourd'hui. Il y a un grand changement. C'est un enfant
Souffrez donc que la passion de la culture soit comme une drogue pour le promoteur de ce festival. Il s'appelle Sekongo Alexis. Nous l'avons également rencontré. Vous avez fait l'université, vous avez fait de bonnes études. Pourquoi abandonner des études pour la promotion de la culture? Mon géniteur, Sekongo Lazare, depuis le bas âge, m'expliquait un peu les valeurs et les interdits de ma communauté, c'est-à-dire les Sénifo. Aucun développement n'est possible sans la culture, parce que le véritable et le vrai développement durable passe par la culture. L'une des premières choses qui a animé Alexis Sekongo, commissaire général du Festival du Sénang, était de voir qu'est-ce qu'il fallait faire pour créer une véritable cohésion, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour permettre aux fils et filles Sénifo de pouvoir se parler, de pouvoir se frotter, éloigner la méfiance pour faire place à la véritable entente entre les fils et filles Sénifo. Le Sénang, c'est l'espace culturel Sénifo. Regardez un peu pour ces 3 éditions passées, la Bagoué, le Tchologo, le Poro se retrouvent. Et on ne sent pas de différence. On retrouve vraiment l'air Sénifo. Et je vais encore plus loin. Nos frères du Mali, nos frères du Burkina et nos frères du Ghana ont fait de cette affaire une affaire du sous-groupe Sénifo. Avant de parler de l'édition 2018 qui aura lieu en octobre prochain, et si on dressait un léger bilan des 3 éditions écoulées, le festival vu de l'extérieur. D'abord, ce qui a largement été positif. Chantal, nous avons retenu que c'est un très bon festival à partir du moment où il consiste à rassembler tout le peuple sénoufo dans sa diversité. Que ce soit le sénoufo du Mali, du Burkina, j'ai vu même l'année passée des cas de Ghana. Vraiment, c'est un cas de retrouvailles culturelles pour le peuple sénoufo. L'année passée, j'ai assisté au festival. Il y a des danses sénoufo que je n'avais jamais vues. Vraiment, j'ai aimé. C'était beau. Soro Awa Marie-Claire. Je suis conteuse. Les 3 autres passés, ce qui a marché, vraiment, je peux dire que c'est la danse. Ça a été vraiment traditionnel. Les gens étaient vraiment contents de voir les différentes danses qui existent dans les différentes régions du Nord. J'ai aimé. Plein d'enfants aujourd'hui, ils ne savent même pas parler le Sénifo. Donc, avec ces genres de festivals, les enfants vont avoir l'envie d'apprendre leur langue maternelle au lieu de parler seulement que le français. Ensuite, ce qui a laissé un goût d'inachevé. Ndri Thierry. Les erreurs, c'est la communication. Quand on a aimé et qu'on désire que cela se reproduise, on a toujours à cœur de faire des critiques constructives. Chantal, il y avait du monde, mais vraiment, c'est la communication. Il commence un peu plus tôt au niveau de la communication. Le commissaire du festival du Sénang a pris bonne note et donne déjà un avant-goût des innovations qui seront apportées. On écoute Alexis Sekongo. Nous nous sommes rendus compte que la langue est en train de se perdre. Donc la première innovation, c'est Ouloklo Tchétchon. Ouloklo Tchétchon, entendez par là la bonne femme Sénifo. Parce que les gens font souvent la confusion entre la belle femme et la bonne femme. Donc à travers le concours Ouloklo Tchétchon, nous allons amener nos soeurs à nous faire ressortir les valeurs de la vraie femme Sénifo. La seconde innovation, les artistes locaux sont méconnus parce qu'il n'y a pas de promotion. À travers le festival de Sénang, nous allons donner une tribune d'expression à ces artistes de vraiment s'exprimer. Troisième innovation, ou le clou Koyodjan. On a des talents cachés. On a des gens qui savent vraiment danser le balafon. On se rend compte qu'avec les révolutions, d'autres n'arrivent pas à faire des pas de danse. À travers ce concours, elles pourront copier pour apprendre à leur tour aussi à faire des pas de danse, que ce soit en balafon ou en boloy, peu importe. À tous les passionnés de culture, pas forcément de la culture Sénifo. Rendez-vous les 4, 5 et 6 octobre pour l'apothéose du festival du Sénang. Si la culture est vraiment ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu, comme le dit l'adage, au commissariat du festival du Sénang, on dit le Sénoufo sans sa culture, c'est comme une ville effacée de la carte du monde. En pays Sénoufo, la place de la culture, c'est celle qu'occupe le cœur dans l'organisme de tout être. Rendez-vous donc les 4 et 6 octobre prochains à Korogo pour la 4e édition du festival du Sénang. À lundi prochain pour une autre question d'actualité dans le Nord. Le village d'Amalaoulaou, situé au nord du Mali, a subi très tôt ce matin les assauts des hommes armés. Ils sont arrivés à moto et ont tiré sur la population, faisant du coup 22 morts, dont un enfant. Le motif de cet assaut reste inconnu. Les assaillants, après leur opération, sont repartis comme ils sont venus. C'est la 5e attaque dans la région depuis le mois de juillet. Un couvre-feu est en vigueur dans la plupart des villes de 2 régions anglophones du Cameroun. Il a été décrété hier à une semaine de la présidentielle du 7 octobre prochain et intervient au moment où les séparatistes entendent célébrer ce lundi le premier anniversaire de la proclamation symbolique de l'indépendance du Cameroun anglophone. Ce couvre-feu de 48 heures implique en particulier l'interdiction des transports publics et privés ainsi que la fermeture des entreprises et des débits de boissons. Ces mesures spéciales sont prises par crainte de violences provoquées par les séparatistes anglophones. Je rappelle les titres parce que ce journal est terminé. La campagne contre la surcharge des véhicules poids lourds commence aujourd'hui. Toute surcharge au-delà des limites réglementaires est passible d'une amende.
Ouverture aujourd'hui à La Haye du procès conjoint Laurent Gbagbo-Charles Blé Goudé. Les deux hommes sont accusés de crimes contre l'humanité. Et puis les attaques se multiplient au nord Mali. Des inconnus armés font irruption tôt ce matin dans un village. Bilan 22 morts. Merci de votre attention. Le président de l'Association nationale des producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire est notre invité ce midi. Kanga Kofi, interrogé par Denise de la Fafiette. C'était le journal présenté par Mireya Kédié.